Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce jeudi 12 janvier. La future carte scolaire irrite déjà dans l'Académie de Montpellier. À Vers-Pont-du-Gard, parents et enseignants manifestaient ce matin contre la fermeture d'une classe dans leur école. Et puis le MHR se prépare à recevoir Basse pour le compte de la 5e journée de H-Cup. Les rugbyman montpelliérains qui ne peuvent plus se qualifier pour le prochain tour de cette Coupe d'Europe. Et pour terminer, je vous propose de découvrir l'art abstrait de l'après-guerre avec la visite de l'exposition Les sujets de l'abstraction. C'est au musée Fabre de Montpellier. Parents d'élèves et enseignants disaient leur inquiétude ce matin à Vers-Pont-du-Gard. L'école de la commune compte actuellement 5 classes, mais un poste d'enseignant pourrait être supprimé à la rentrée 2012-2013. Il faut dire qu'hier, au rectorat de Montpellier, le comité technique académique statuait sur la répartition des postes à la rentrée prochaine. Une première ébauche de la carte scolaire qui ne plaît visiblement pas à tout le monde. Le reportage d'Olivier Michel. L'école primaire de Vers-Pont-du-Gard compte 5 classes et 108 élèves, soit en moyenne 22 élèves par classe. Une situation qui pourrait ne pas durer à la rentrée prochaine avec la suppression envisagée d'un poste. D'où la mobilisation des parents qui craignent de voir les conditions d'éducation se détériorer. La suppression du poste va à l'encontre des inscriptions à venir. Ça va poser problème pour les rentrées 2013-2014 où les enfants seront 33 enfants par classe et 2015-2016 où les enfants seront 37 par classe. Sans compter que ça va imposer des doubles niveaux. Même son de cloche du côté de la municipalité qui devra répondre, elle, à une autre problématique, celle de la capacité des classes et des normes de sécurité. On ne peut pas, excusez-moi du peu, mais empiler les bureaux pour pouvoir mettre les élèves qu'on nous a imposé à mettre dans telle ou telle classe. Les écoles sont faites pour des décennies. On ne peut pas mettre des bâtiments aux aléas des décisions de l'académie. La commission de sécurité, quand elle passe, elle dira « Vous êtes obligé de déplacer le bureau et je ne peux pas jouer à la chaise musicale toute la journée. C'est pas possible. » Un avenir dont il sera question mercredi prochain. Parents et élus vont manifester devant l'inspection d'académie et une délégation a obtenu rendez-vous. À la rentrée prochaine, l'Académie de Montpellier perdra en effet des postes. En visite dans le Gard ce matin, le recteur ne le niait pas. Selon lui, il s'agit à présent de préparer une carte scolaire en répartissant au mieux les enseignants disponibles. On l'écoute au micro de Philippe Kern et Philippe Arbès. Soyons concrets, dans le second degré, par exemple, l'Académie doit rendre 97 emplois. Alors, je n'enlève pas de postes, l'Académie n'enlèvera pas de postes en collège et en lycée d'enseignement généraux et technologiques. Par contre, la réduction de postes se fera sur les lycées professionnels parce qu'en lycée professionnel, du fait des réformes, nous attendons 1000 élèves de moins l'an prochain. Sur le premier degré, il y aura, mais comme toutes les autres années, des fermetures de classes, mais il y a aussi les ouvertures dont on ne parle pas. Et globalement, il y aura pour l'Académie plus d'ouverture que de fermeture. Christian Bourquin, condamné à 2 mois de prison avec sursis par le tribunal de Bordeaux aujourd'hui. Le président de région était poursuivi pour favoritisme alors qu'il présidait le Conseil général des Pyrénées-Orientales en 1999. Christian Bourquin qui fait appel de la décision. Le Conseil statutaire d'Europe Écologie Les Verts aurait annulé 4 investitures en France en vue des élections législatives 2012. Le Languedoc-Roussillon ne serait pas concerné. Un rééquilibrage devrait avoir lieu lors du prochain Conseil fédéral les 28 et 29 janvier. Un salarié de l'agence PagesJeunes de Montpellier s'est donné la mort hier matin. Le quinquagénaire aurait envoyé un email dénonçant une surcharge de travail avant de se pendre à son domicile. Malgré ce message, syndicats et direction de PagesJeunes déclarent rester très prudents quant au lien qui pourrait exister entre ce suicide et les conditions de travail. À Montpellier, seulement une victime de cambriolage sur 5 avertit les autorités dans les heures qui suivent le vol. Pourtant, pour la police, les chances d'élucider l'affaire sont bien plus importantes s'ils sont avertis au plus tôt, ce qui leur permet de relever un maximum d'indices, comme l'explique ce policier au micro de Jean Brun. 100% des cambriolages donnent lieu au déplacement de nos effectifs de police scientifique afin de pouvoir se déplacer sur les lieux et relever toutes les traces et indices qui nous permettraient de confondre les auteurs. Je dirais que plus on attend, moins on a de chances de relever ces traces et indices.
Il suffit que l'auteur ait fracturé une baie vitrée, qu'entre le moment où il l'a fait et le moment où la personne vient de déposer plainte et où l'équipe se déplace, il suffit qu'il ait plu ou que la personne ait nettoyé son logement et les traces ont disparu. L'enquête dépend vraiment de la rapidité qu'on va donner à l'intervention. Et si vous avez été victime d'un cambriolage, justement, peut-être reconnaîtrez-vous l'un de vos objets volés sur le net. La juridiction interrégionale spécialisée a mis en ligne un inventaire avec des photos de 1500 objets saisis pour retrouver leurs propriétaires. Pour les voir, il suffit de se rendre sur le site sr31rgmp.free.fr. Cette saisie d'envergure a été effectuée en novembre alors qu'un réseau de cambrioleurs et de receleurs a été démantelé. Ils agissaient plus particulièrement en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon. Une nouvelle étape franchie pour le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier. Réseau Ferré de France vient d'attribuer cet après-midi la réalisation de la nouvelle ligne à grande vitesse à Bouygues, soit un contrat de 2 milliards d'euros pour ce tronçon de 80 km. À Nîmes, les organisations syndicales manifestaient ce matin devant le Conseil des prud'hommes au moment de l'audience solennelle. Ils étaient une dizaine à dénoncer la taxe de 35 € imposée à toute personne intentant une action en justice depuis le 1er octobre. Une taxe inéquitable pour les syndicats. On écoute tout de suite un délégué du syndical au micro de Franck Chassagnon. C'est à la fois une injustice parce que on demande une espèce de droit de péage pour accéder au service public de la justice. Et puis c'est surtout pour nous une mesure discriminatoire parce qu'elle frappe ceux qui sont les plus fragiles, ceux qui viennent demander réparation d'un préjudice professionnel par exemple au prud'homme, mais aussi ceux qui demanderaient réparation d'un litige commercial, d'un litige civil, voire d'une erreur de l'administration, puisque devant toutes les juridictions, il faudra d'abord payer ces 35 € avant d'ouvrir le dossier. Et nous disons de plus que cette taxe tourne le dos aux principes républicains et démocratiques qui garantissaient jusque-là l'égalité d'accès de tous les citoyens au service public de la justice. Le salon de l'orientation se tenait aujourd'hui à Nîmes. Pour les lycéens, c'est maintenant qu'il faut choisir une orientation professionnelle. Pas toujours simple quand il s'agit de faire coïncider des rêves d'ado avec la réalité professionnelle. Reportage Philippe Kern et Philippe Arbès. Je voudrais faire journalisme, je voudrais faire journaliste, c'est mon grand rêve. Rêver son avenir quand on a 17 ans, quoi de plus naturel? Mais au moment de choisir son orientation, il faut aussi faire preuve de réalisme. Un équilibre difficile auquel sont confrontés les responsables d'orientation. Donc on ne va pas casser les projets des jeunes, mais on va leur dire, voilà, ce secteur il est difficile, si tu veux t'en sortir, il faut que tu sois bon ou que tu aies vraiment un réseau. Des secteurs à la mode très attractifs, la santé, l'environnement, les nouvelles technologies et même les jeux vidéo. Moi, on m'a dit qu'il y avait des débouchés, mais qu'il fallait vraiment commencer par concepteur de jeux vidéo et après on pouvait aller dans toutes les autres sections en fait. C'est vrai que le jeu vidéo est toujours quelque chose d'attirant. Pourquoi? Parce que le jeu vidéo c'est cool, c'est fun, on est en basket, jean. On les encourage d'un côté et en même temps de l'autre côté on les met en garde. On les met en garde parce que c'est un métier. Justement, pour 70% des élèves de terminale, penser son orientation, c'est avant tout penser un métier, une façon de s'assurer un débouché. Infirmière. Infirmière aussi. Ingénieur en énergie renouvelable. Ce qu'on observe, c'est que quand des jeunes vont vers des métiers trop réalistes, qui ne correspondent pas à leurs rêves, souvent vers 30 ans, il y a une crise et ils essayent de le faire. Mais pour beaucoup, c'est surtout l'expectative devant un choix qui paraît pour l'instant encore prématuré. Non, pas encore. Je vais voir un peu au pif. Si, un peu, mais pas c'est vague quoi, super vague. Il va falloir se décider. Pour les élèves de terminale, il vaudrait mieux être fixé avant le bac. Et on ouvre une page sport à présent avec la défaite sur le fil du HBCN face à Toulon, 27 buts à 28. Les handballeuses de Nîmes ont pourtant mené une bonne partie du match avec jusqu'à 7 buts d'avance. Mais elles se sont relâchées en fin de rencontre et c'est dans les 3 dernières secondes que la HBCN encaisse l'ultime but toulonnais. Déception donc dans les rangs nîmois. Écoutez.
C'est vrai qu'à la mi-temps, on menait de plus 6, 16-10, c'était de bon augure. On savait qu'il fallait rien relâcher face à cette équipe de Toulon parce qu'on sait qu'elles peuvent être fortes. Et à la fin du match, on a vu que Niabouyo a pris des tirs de loin et nous a fait très très mal. On doit tirer des enseignements aussi et peut-être utiliser aussi plus les jeunes. Elles n'ont pas été ce soir à top niveau, mais les autres, elles étaient là et j'espérais bien à ressortir de ce match-là vainqueur. Ce n'était pas le cas. J'espère que ça va se passer pour samedi. Et samedi soir, le HBSCN se rend à Mios, 7e du classement, 2 points derrière Nîmes. Les basketteuses de Latte ont été battues à Madrid hier soir, 82-63. Le BLMA qui se retrouve à la 5e place de sa poule en Euroleague. Puis mauvaise opération également en Coupe d'Europe pour l'Arago de 7 hier soir au Barou. Les volleyeurs en partent perdu face à Réchauffe, 1-7-3. Pour se qualifier pour les demi-finales, il faudra maintenant gagner le match retour en Pologne et en cas de victoire, remporter également le 7 en or. Pas de top 14 cette semaine pour les rugbymen montpelliérains. Le MHR affronte les Anglais de Basse samedi après-midi pour le compte de la 5e journée de poule de la H-Cup. Et même si le club n'a plus rien à gagner dans cette compétition européenne, les joueurs ne prendront pas ce match à la légère. Anthony Borloo. Esprit détendu à l'entraînement avant le match de H-Cup de samedi. L'enjeu de cette confrontation n'est pas capital pour le MHR. Après 2 nuls et 2 courtes défaites, le club n'a plus la possibilité de poursuivre dans cette compétition. Toutefois, une victoire permettrait de sauver l'honneur pour la première participation du club à cette Coupe d'Europe. Le prix à payer pour jouer à la H-Cup, il est quand même élevé. Donc c'est un match déjà qui ne vaut pas face à un adversaire de référence. Et je crois que les joueurs qui vont jouer, ils ont vraiment envie de jouer ce match. La rencontre, importante mais pas cruciale pour l'équipe, verra le retour de Pierre Bérard. Révélation de la saison passée avec 24 matchs disputés et 4 essais marqués. Cette année, avec les nouveaux arrivants, le 3 Carrel a patienté sur le banc. C'est à moi de prouver à l'entraîneur et à l'encadrement que je peux assurer ce poste. C'est difficile de rentrer comme ça quand on n'a pas beaucoup joué, le niveau d'exigence est très élevé. Oui, c'est sûr, en plus c'est un match de H-Cup, c'est une grosse équipe anglaise, donc voilà, il y a beaucoup de pression, mais d'un autre côté, voilà, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui nous fait avancer pour être le meilleur. L'objectif pour les joueurs décrocher une première victoire en Coupe d'Europe et prouver qu'ils méritent mieux qu'une 8e place au top 14. Un mot de l'exposition photo qui se tient actuellement à l'hôtel de l'Artillerie de Nîmes devant l'afflux de visiteurs. Elle a été prolongée. Vous pouvez donc encore voir ces images qui rendent compte du quotidien des hommes de la 6e brigade légère blindée en Afghanistan et ce jusqu'à samedi soir. Et puis on termine ce journal avec une visite au musée Fabre de Montpellier où sont actuellement exposées 101 œuvres de la fondation Gandur pour l'art, un prêt de mécène suisse qui fait le contrepoint avec la collection de Soulage du musée. Vous l'aurez compris, c'est de l'art abstrait, le reportage d'Anthony Borloo. Des lignes, des couleurs, des textures et des formes, mais aucune référence au monde extérieur. C'est un véritable voyage au cœur de l'art abstrait que nous propose le musée Fabre. 101 peintures non figuratives y sont présentées, toutes issues de la seconde école de Paris. Le musée possède déjà dans ses collections des œuvres abstraites de l'après-guerre, notamment celles de Pierre Soulages. Et l'idée du conservateur est de les faire dialoguer avec les tableaux de cette exposition temporaire. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de mettre Pierre Soulages en perspective avec tous ses contemporains. Ses contemporains et souvent amis d'ailleurs, comme Hans Hartung, qui sont là dans cette salle, comme Schneider, qui est derrière moi. Donc vraiment tous ces artistes qui sont souvent peu représentés dans les collections du musée Fabre, au contraire étaient très présents dans la collection Gandur pour l'art. On pourrait employer le terme de all-over. Le musée propose des cours d'histoire de l'art, des visites guidées, mais aussi en famille. Le but, faire découvrir cette exposition au plus grand nombre, même à ceux qui jusqu'à présent se désintéressaient de cet art particulier. On est né dans le classique quand même, dans le figuratif. Bon, mais là c'est une approche nouvelle et je reconnais que même déjà à mon âge, je découvre ça, c'est formidable. Il y a des choses qui me laissent indifférent, mais dans des éclatés, dans la dispersion, on retrouve quelque chose d'intéressant finalement. Car loin d'être ennuyeuse, cette exposition présente une vue globale des différentes tendances de l'art abstrait. Ouverte jusqu'au 25 mars, elle s'adresse à tous ceux
qui, épris de liberté, cherche avant tout à explorer de nouveaux horizons. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu sur TV Sud demain, dès 12h30. C'est Olivier Roiran qui présentera votre journal. Passez une excellente soirée. Au revoir.